Benjamin Griveaux est notre invité ce matin, député de Paris, candidat de La République En Marche à la mairie de Paris. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous avez regardé ce qui s'est passé samedi dans Paris, place d'Italie notamment. Finalement, assez peu de manifestants gilets jaunes, mais des casseurs. Au milieu de ces gilets jaunes. Beaucoup de personnes en noir et assez peu de personnes en jaune. Oui. Ces personnes en noir qui... délibérément, je sais pas, ont détruit, saccagé, détruit la stèle du maréchal Juin, la stèle, surtout la stèle où étaient inscrits les noms des morts pour la France, impunément, semble-t-il. Je sais pas, quand je regarde la télé, je me dis, mais quand je vois, par exemple, un casseur attaquer une laverie dans laquelle se sont réfugiés 2 policiers, et puis d'autres policiers qui n'interviennent pas, mais on les laisse faire, les casseurs, ou pas ? On ne laisse pas faire. Et moi, j'ai vu des policiers attaquer. Oui. J'ai vu aussi, et c'est un phénomène nouveau, des pompiers. Oui. Encerclés. Oui. Caillassés. Oui. Violentés. Il y a eu plus d'une centaine de gardes à vue. Il y a eu des arrestations. Et je crois qu'il y a eu le bon niveau de réponse de la part du préfet de police, des forces de l'ordre, qui, une fois de plus, ont été mises à rude épreuve. Vous l'avez dit, ça a été circonscrit à la place d'Italie, dans le 13e arrondissement, qui en a subi, et on en voit aujourd'hui les stigmates. Fallait-il d'ailleurs organiser un rassemblement, permettre un rassemblement place d'Italie? Ça, c'est une grande question. Vous savez, les manifestations déclarées en préfecture sont autorisées parce que nous sommes dans un état de droit. Et nous ne laisserons pas des casseurs remettre en cause le droit. Mais vous dites ça après chaque manifestation violente, vous dites on ne laissera pas les casseurs remettre en cause le droit. Mais oui, Jean-Jacques Bourdin. Bon, alors la liberté de manifestation, chacun y est attaché et vous l'êtes, je le sais. Parce qu'un pays où on ne peut plus manifester librement n'est pas un état de droit. En revanche, que lorsqu'il y a ce qu'il s'est produit samedi, la réponse soit d'une immense fermeté, et chacun l'a dit, je l'ai dit dès samedi, qu'on puisse identifier, poursuivre et fermement condamner celles et ceux qui se sont adonnés à ces violences, à ces exactions, à ces dégradations, à ces attaques de personnes dépositaires de l'autorité publique et à la stèle en mémoire des combattants et en mémoire du maréchal Juin. À l'évidence, oui. La réponse, elle est de cet ordre-là. Ils n'attendent qu'une chose de nous. Ils attendent qu'on remette en cause les libertés publiques. Ils attendent de nous de pouvoir dire, regardez, ce sont eux qui ne respectent pas le droit et c'est pour cela que l'on se bat. Ils ne se battent pas pour le droit, ils se battent pour défaire l'état de droit, ils se battent pour mettre à bas nos institutions et ils trouveront toujours face à eux des forces de l'ordre déterminées et des pouvoirs publics qui, je le crois, au-delà des sensibilités politiques. Si on pouvait éviter de faire de la politique un tout petit peu avec ce sujet et avoir un peu de concorde nationale pour avoir une réponse unitaire à ce sujet. Je vais vous parler de la concorde nationale, mais quand même, encore une question sur ces casseurs qui reviennent à chaque manifestation, que l'on retrouve à chaque manifestation. Pourquoi n'arrive-t-on pas à les arrêter, à les empêcher de venir casser? Je comprends la question que vous me posez. Mais moi, c'est la question qu'on se pose quand on regarde sa télévision, Benjamin Griveaux. Je comprends parfaitement, Jean-Jacques Bourdin. Beaucoup ont pu être interpellés en amont. Beaucoup ont pu être arrêtés en amont. Pas tous. Parce que le risque zéro n'existe pas. Et celui qui vous expliquera sur un plateau télé de façon très docte que le risque zéro existe, ça n'existe pas. Bien, la police, qui est une milice gouvernementale, j'ai entendu cela. Vous savez qui a dit cela ? Je ne sais pas qui a dit cela, mais... Jean-Luc Mélenchon. Après un échange verbal entre Alexis Corbière, le député de la France Insoumise, et des policiers. Évoquait-il la situation au Venezuela ? Milice gouvernementale, la police ? Moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu dans lequel Jean-Luc Mélenchon est en train de sombrer, je crois. Il sombre ? Il est en train de sombrer. Vous savez, moi, j'ai d'abord toujours beaucoup de respect pour nos adversaires politiques. J'ai écouté la campagne présidentielle qu'il a faite en 2017. Je ne partage pas ses convictions, mais je l'ai toujours trouvé républicain dans l'approche. Là, il est en train de sombrer, de remettre en cause, au fond, les fondements de notre démocratie. Il attaque les médias en permanence. Il considère que les forces de police sont désormais des milices gouvernementales aux ordres de je ne sais qui. Voilà, je crois qu'il a malheureusement quitté le champ républicain. C'est dommage parce que c'était un bon débatteur et c'était quelqu'un avec qui on pouvait avoir des désaccords profonds, mais débattre sereinement. Et je crains malheureusement qu'il ait fait un chemin désormais trop lointain pour pouvoir débattre sereinement. On ne pouvait plus débattre avec lui. Non, je ne crois pas.
C'est plus possible. Je crois que c'est très difficile de débattre désormais. C'est mis hors jeu. Mélenchon. Politique. Politiquement, il est hors jeu. Il participe à la manifestation la semaine dernière en expliquant que, je rappelle, les organisateurs vous disent de cette fameuse manifestation que la laïcité est liberticide. Bon, ben non, moi, la laïcité, elle n'est pas liberticide, elle devrait être au frontispice de nos mairies, elle fait partie de notre patrimoine commun. Voilà, c'est ça la République, c'est ça la France. Bien, il s'en met en dehors. Benjamin Griveaux, le 5 décembre, il y aura une grande journée de contestation, de colère sociale. Vous la sentez monter, cette journée de contestation. Enfin, la contestation, c'est pas uniquement sur la journée. Non, puisque contre la réforme des retraites, notamment. J'ai vu que le MoDem proposait une grande conférence sociale avant le 5 décembre. Vous y êtes favorable ou pas ? D'abord, il y a des rendez-vous qui vont se tenir d'ici le 5 décembre, parce que je rappelle que le 5 décembre, c'est le sujet des retraites qui est sur la table. Que Jean-Paul Delevoye, depuis maintenant plus de 18 mois, réunit, concerte, rassemble, dialogue, discute avec l'ensemble des partenaires sociaux. Non, mais vous avez raison, Benjamin Griveaux, mais depuis 18 mois, on ne connaît toujours pas la réforme des retraites. Mais vous savez, c'est une réforme qui est une réforme systémique. C'est-à-dire qu'on va changer les règles. C'est important parce que on est tous très attachés à un système par répartition qui fait que la solidarité s'exerce entre les générations. Jeudi, un rendez-vous est fixé avec les cheminots, parce que la grève du 5 décembre, évidemment, c'est l'arrêt des transports et c'est la galère pour des centaines de milliers, des millions de Français. Et donc Jean-Paul Delevoye et le secrétaire d'État de Barry reçoivent les cheminots, c'est important de dialoguer. On nous a suffisamment fait le procès au gouvernement, au Parlement, de dire vous dialoguez pas suffisamment, vous transformez à la hussarde. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui inquiète à juste titre les générations, celles qui travaillent aujourd'hui, celles qui vont rentrer sur le marché du travail demain, de se dire, ma génération, est-ce qu'on aura une retraite ? Est-ce que l'argent que je mets dans le système aujourd'hui me permettra demain d'avoir une retraite pour en vivre décemment ? Est-ce que le système aujourd'hui est juste ? Non, il n'est pas juste. Parce que quand on est salarié, quand on est indépendant, commerçant ou quand on est fonctionnaire et qu'on met 1 euro de cotisation aujourd'hui, ça ne rapporte pas la même chose à tout le monde. Moi, je ne sais plus l'expliquer, ça. Donc c'est une réforme qui doit porter à la fois de la justice, de la lisibilité et redonner de la confiance dans le système. Et bien que ça prenne du temps, qu'on s'en parle, c'est normal. Et donc que ce soit une conférence sociale proposée par le MoDem, que ce soit des discussions, moi je suis favorable à tout ce qui permet de dialoguer et d'éviter les caricatures, de pointer du doigt un régime ou un autre, et afin d'avancer vers un peu plus de justice. Est-ce que vous êtes favorable à une retraite, à une réforme qui ne serait appliquée qu'aux nouveaux entrants ? Je ne crois pas. D'abord, vous n'êtes pas favorable à cela ? Non, parce que ça ferait une fois de plus faire porter sur la génération qui vient l'absence de choix de la génération actuelle. Est-ce que ça veut dire que on change les règles pour celles et ceux qui seraient à 5 ou 10 ans de départ à la retraite ? Probablement pas. Moi, je suis pas favorable que quand on s'est préparé, quand on aborde l'âge du départ à la retraite, on dise voilà, on va changer les règles du jeu. Ça, c'est pas très honnête. Ce serait pas très juste. C'est une forme de contrat. En revanche, moi, vous voyez, j'ai 41 ans, donc je suis même pas à la moitié, je pense, de ma vie professionnelle. On me dise, voilà, vous, on va un peu changer les règles. Vous avez eu une partie de votre vie qui aura fonctionné avec le système tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, mais on va changer un peu les règles pour la suite. Ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas. Est-ce que vous êtes encore député ? Je suis encore député, je vous confirme. Je le suis redevenu après 1 mois de carence suite à mon départ du gouvernement à la fin du mois de mars. Vous avez déposé un rapport à l'Assemblée ? Je n'ai pas déposé de rapport, mais j'ai participé à de très nombreux débats. J'ai voté le projet de loi sur la restauration de Notre-Dame. J'ai voté le projet de loi PMA. Regardé le site. Le fameux site nosdéputés.fr. Bah oui. Bon. Ouais, bah je vois. Aucune proposition de loi déposée. Je vous confirme. Aucune question orale posée. 2 questions écrites depuis 6 mois. Pas de prise de parole dans l'hémicycle. Amendements proposés, combien ? Aucun. J'en ai co-signé très nombreux. Est-ce que je peux... Est-ce que la parole... combien de présence ? Regardez la courbe. Est-ce que la parole est à la défense ? Bah alors attendez, bien, Jean-Jacques Bourdin, j'aimerais vous dire... Ces chiffres sont faux ou vrais ? J'aimerais vous dire quelque chose. Ces chiffres sont vrais, mais je vais vous dire, ces chiffres masquent beaucoup de choses. D'abord, il y a la participation à des travaux qui ne sont pas relatés, notamment en commission. J'étais il y a 10 jours en commission, nous auditionnions Gabriel Attal sur le SNU. Et je l'ai interrogé justement sur les questions de santé, parce que le SNU est aussi un moment où on permet à notre jeunesse de prendre un état des lieux de notre jeunesse. Est-ce que le site nosdéputés.fr, et je sais que vous êtes attaché à cela,
Est-ce qu'ils relèvent les présences sur le terrain des députés? Ou est-ce qu'on souhaite avoir des députés complètement hors sol? Est-ce qu'ils ont mentionné, le site nosdéputés.fr, les rencontres? Vous êtes député de Paris, hein, vous pourriez être présent sur le terrain et en même temps présent à l'Assemblée. Jean-Jacques Bourdin, il m'est difficile de rencontrer les riverains du canal Saint-Martin, les riverains de la gare du Nord qui ont des problèmes de sécurité, ceux de la place de la Chapelle sur les questions de crack, ceux des vendeurs à la sauvette sous le métro aérien, en étant à l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire le procès en permanence d'avoir des députés dont on dit ils ne sont pas suffisamment sur le terrain et lorsqu'ils y sont pointés en disant ils ne sont pas suffisamment à l'Assemblée nationale. Je suis à l'Assemblée nationale, j'ai voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Demain, je participerai au vote sur le projet de loi de finances. Et donc, vous le voyez, je ne suis pas le plus assidu, c'est vrai, et je le reconnais bien volontiers. Mais j'assume aussi totalement qu'être un député, c'est être aussi sur le terrain. Vous n'êtes pas le plus assidu, mais est-ce que vous faites partie des moins assidus? J'y suis depuis quelques mois. Une proposition de loi, ça se dépose pas en 15 jours pour faire de la com. Je ne crois pas à ces côtés un peu gadget de proposer des textes en permanence. Vous savez, on a beaucoup de lois dans le pays. Je ne suis pas certain qu'on ait trouvé beaucoup de solutions à beaucoup des problèmes des Français. Donc le législateur est utile, mais faire de la présence pour faire de la présence et déposer des textes ou des amendements pour simplement montrer qu'on est présent sans qu'il y ait un vrai intérêt à déposer des amendements, c'est pas ma manière de faire de la politique. J'ai jamais été comme ça et donc j'assume totalement. Ces chiffres sont exacts, mais j'invite vraiment nosdéputés.fr à venir en circonscription. C'est aussi là que ça se passe auprès des gens. Paris, Lyon, Marseille. Oui. 3 grandes villes. Comment se fait-il que le président de la République et le Premier ministre ne soient pas intervenus plus fermement, plus clairement pour désigner publiquement les candidats? Mais parce que ça n'est pas leur rôle. Parce que ça n'est pas leur rôle. C'est le rôle du mouvement. Jean-Jacques Bourdin. Mais non, parce que c'est le rôle du mouvement. Mais je vais vous dire une chose. À Paris, le mouvement vous soutient. Votre mouvement. À Lyon, à Marseille, on ne sait pas trop. Est-ce que je peux... allez-y. Moi, je m'occupe de Paris. Oui. Pas de Lyon et pas de Marseille. Je laisse ça au mouvement. On a établi des règles collectives. Oui. On l'a fait ensemble. On l'a fait il y a 1 an, lors du congrès du mouvement, en disant voilà comment on va désigner nos candidats dans les 3 grandes villes que vous venez de citer, mais dans toutes les villes de France. Moi, je me soumets à la règle collective, parce que je ne sais pas fonctionner dans un collectif si chacun ne respecte pas les règles qu'on a collectivement établies. Et donc, c'est ni le président de la République, ni le Premier ministre qui désigne les candidats, c'est cette commission nationale d'investiture devant laquelle je me suis présenté au mois de juillet dernier, devant lequel j'ai présenté mon projet, les convictions, l'équipe que je veux bâtir, et qui a fait son choix en conscience. Ça me va très bien parce que je crois toujours qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. C'est une rivalité stérile avec Villani, franchement. Écoutez, moi est-ce que cette rivalité est stérile? Je vous pose la question directement. Je ne sais pas si elle est stérile, c'est pas à moi d'en juger. Ce que je sais, il n'arrive pas à vous dépasser dans les sondages. Est-ce que vous l'appelez à vous rejoindre? Est-ce qu'un jour ou l'autre, à un moment donné ou un autre, il va bien falloir trouver une solution? Je vais vous dire. Oui. Ce sont les Parisiens qui vont en décider. Oui. Ce sont les Parisiens qui vont en décider. Oui. Moi, j'ai fait ce travail de rassemblement depuis le premier jour. J'ai des maires de sensibilités très différentes qui m'ont rejointe. La maire du 20e, Frédéric Calandra, elle vient de la gauche. La maire du 9e, Delphine Burkli, elle vient de la droite. On s'est mis d'accord. On travaille ensemble sur les valeurs, sur les projets qu'on va proposer aux Parisiens. Ma conviction, c'est que nos convergences l'emporteront sur les problèmes d'ego, sur les questions de personnes, sur les petites phrases des uns ou des autres commentées ou pas. Elles ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, et je prends plaisir à cette campagne depuis des mois, c'est d'être auprès des Parisiens, de m'emparer des sujets qui sont les leurs et qui sont pas uniquement ceux des villes dont on pourrait considérer qu'elles vont bien, les métropoles heureuses, tandis que le pays va mal. Il y a aussi de la souffrance à Paris. Il y a des choses qui vont mal à Paris. Il y a des gens qui sont pas bien à Paris. Il y a des classes moyennes qui ne s'en sortent plus, qui n'arrivent plus à vivre là où elles travaillent. Parce que le fruit de leur travail ne leur permet pas de payer un logement, d'avoir une offre scolaire décente, d'avoir une offre de santé et un médecin en secteur 1 accessible. Des problèmes de sécurité. C'est de ça dont me parlent les Parisiens et pas des rivalités des uns ou des autres. Le logement, vous allez annoncer... de grandes mesures à vos yeux, en janvier, on est d'accord? Oui. Le logement pour permettre aux Parisiens de continuer à habiter Paris? Pour permettre, je vais vous dire, à celles et ceux qui travaillent, d'y vivre. Ce qui me frappe, c'est que à Paris, vous avez un marché social développé et c'est très bien parce que ça permet Rachida Dati propose personnes... des aides. Vous avez vu ça de la mairie? Elle était là à votre place. On réinvente les APL. Bon. Oui. On a le marché social. Oui. Il est développé et c'est très bien, ça permet à des personnes modestes de vivre à Paris. Et puis on a le marché libre. Et là, ça permet à des gens très aisés de vivre à Paris parce que les prix sont totalement fous. Tant mieux. Mais
Au milieu. On a un problème au milieu. Vous avez Oui. tout compris. C'est qui? Oui. C'est le fleuriste, c'est le restaurateur, c'est Oui. le policier, c'est le professeur, c'est l'infirmière des hôpitaux de Paris. oui. Ceux qui font vivre Paris Oui. et qui n'ont pas les moyens Mais de vivre. comment allez-vous faire? On investit aujourd'hui 500 millions d'euros par an dans le logement social. Ça, c'est les montants investis par la ville de Paris. 3 milliards dans le mandat. Eh bien, moi, je prendrais une part de ces 500 millions et je le mettrais sur le logement intermédiaire pour permettre moins de à ces logements personnes sociaux et plus de logements intermédiaires. Et moins de logements sociaux. Et je vais vous dire, je vais même... On est bien d'accord. Je suis en train de vous l'expliquer. Bon. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que lorsqu'on transforme des logements, moi, je veux que les familles puissent rester vivre à Paris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On a des F3 et les opérateurs de la ville de Paris les transforment, je vous le donne en mille, en F2. Ah, si on veut faire fuir les familles parisiennes, on s'y prend pas autrement. Parce que derrière, il y a une idéologie contre, au fond, le fait que ceux qui travaillent à Paris puissent y vivre, puissent y faire grandir leurs enfants. Moi, mon objectif, c'est celui-là. C'est de permettre à ceux qui bossent à Paris, eh bien, d'y vivre. Parce que sinon, c'est un enfer. Et moi, je comprends, je vais vous dire, pourquoi nos policiers, pourquoi nos infirmiers, pourquoi nos professeurs disent, après 2 ou 3 années à Paris, et 1h30 de transport le matin et le soir congestionné dans le métro, dans le RER, j'en ai ras la casquette et je pars vivre à l'extérieur, en banlieue ou en province. Je les comprends. Moi, ce que je veux, c'est garder des habitants à Paris. On en a perdu 60 000 en 5 ans. C'est des écoles qui ferment, c'est des services publics qui vont pas bien, et c'est des commerçants qui perdent leurs clients. La ville s'arrête de vivre. Je veux qu'on redonne ce cœur vivant à Paris. Des finances publiques, si vous êtes élu maire, on est bien d'accord. Et des organismes associés de la ville. De la ville, 55 000 agents, il y en a trop. C'est ce que vous dites. Il y a trop de voitures de fonction, il y a trop de chauffeurs. Je vais vous dire. Je dis, il y a 55 000 agents. Oui. C'est par le haut qu'on va commencer à être exemplaire. Parce qu'il y en a beaucoup en haut. 150 directeurs. Plus de 400 membres de cabinet. C'est plus que la totalité du gouvernement réuni. Plus que la totalité du gouvernement réuni. 400 membres de cabinet. Eh ben, on va diviser par 2. Et en économisant 200 membres de cabinet, je crée 400 policiers municipaux. Formés et armés. Formés et armés. Formés et armés. Exactement. Avec quoi? Avec des armes de poing. Avec des armes de poing. Oui. Pourquoi? Parce que, Jean-Jacques Bourdin, tous les grands policiers, et j'ai changé d'avis sur la question, donc je le dis d'autant plus tranquillement, tous les grands policiers avec lesquels j'ai été amené à échanger depuis des mois me disent, monsieur, vous ne pouvez pas mettre en responsabilité une personne dans la rue avec un uniforme marqué police sans qu'il soit en possibilité d'exercer sa légitime défense. Parce que vous en faites une cible. Moi, maire de Paris, je ne mettrai jamais la vie d'un de mes agents en danger. Ça veut dire qu'on les forme, ça veut dire qu'on les équipe de caméras piétons pour être totalement transparent dans l'intervention. L'arme de poing n'est pas là pour leur permettre d'intervenir, mais l'arme de poing est là pour leur permettre de se défendre. Et leur mission, elle est très différente de la police nationale. C'est les rassemblements en bas des immeubles, c'est les nuisances sonores, c'est les vendeurs à la sauvette. La police nationale n'a pas à faire ces missions-là. C'est le rôle de la police municipale et c'est cet équilibre-là que je veux trouver avec le préfet de police, avec qui je travaillerai en bonne intelligence. Benjamin Griveaux, faut-il faire payer, parce que c'est un débat qu'on a eu ce matin sur RMC, faut-il faire payer le stationnement des 2 roues à Paris, et d'ailleurs dans d'autres villes de France? Alors, ils sont sur le domaine public, donc la question se pose légitimement. Mais je vais vous dire... Ça existe à Vincennes, à Charenton, par exemple. Mais une fois encore, la question, quelle est-elle? C'est, est-ce qu'on veut faire payer le stationnement des 2 roues pour qu'il y en ait moins? Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait moins de pollution atmosphérique et moins de pollution sonore. Ce que je veux faire, c'est améliorer la transition du 2 roues thermique vers le 2 roues électrique et peut-être dire, vous avez un 2 roues électrique, c'est gratuit. Vous avez un 2 roues thermique, peut-être que ça va être payant. Parce que si on pense que c'est en faisant payer les gens... au stationnement payant. Je suis favorable à ce qu'on ait moins de pollution atmosphérique et moins de pollution... Mais c'est ça l'enjeu. Mais vous êtes favorable au stationnement payant. Mais je vous le dis, je suis favorable pour les moteurs thermiques. Je suis favorable à ce qu'il y ait moins de pollution thermique et moins de pollution sonore. C'est le sens des reportages qu'on entendait ce matin sur votre antenne, en disant ça fait du boucan et ça pollue. C'est vrai. Et bien donc moi, je souhaite qu'on puisse accompagner pour aller vers le 2 roues électrique. Le 2 roues électrique, ça doit pouvoir être gratuit. Est-ce que c'est payant le 2 roues thermique? Très franchement, c'est pas ça qui fera que les Parisiens ne seront plus réveillés la nuit et qu'il y aura moins de pollution. Moi, mon objectif, c'est qu'on dorme mieux la nuit et qu'il y ait moins de pollution. C'est aussi simple que cela. Attaquer les racines du mal, pas les symptômes. C'est ça la noblesse de la politique. Merci Benjamin Griveaux d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV 8h53.